Bonjour, Sullivan Jous, secrétaire général de l'association du droit au but. Nous avons initié une campagne de lutte contre le harcèlement dans le football. Nous avons réalisé l'interview de Madame la ministre des Sports, Madame Mara Cineanu, d'anciennes gloires du football, d'acteurs aussi du football à travers des personnes du syndicat. C'est à ce titre aujourd'hui qu'on se rencontre. Je vais te laisser le soin de te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Je suis Jérôme Dumois, le directeur de cabinet de l'UNFP et le cofondateur du mouvement Players for Society et Positive Football. Enchanté, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Players for Society et Positive Football, s'il te plaît? Alors, Players for Society, c'est le mouvement qui a été initié par l'UNFP depuis 4 ans maintenant, à l'initiative des joueurs, suite à une étude qu'on a fait au sein du vestiaire pour voir un petit peu quelles étaient les attentes des joueurs vis-à-vis de l'engagement sociétal. Est-ce qu'ils avaient ce besoin de s'engager, sur quel sujet, etc. Et puis finalement, cette enquête a été une bonne idée réalisée par nos acteurs terrain, donc nos anciens joueurs qui sont régulièrement dans les vestiaires et qui les connaissent bien. Et cette enquête, elle a fait remonter qu'à peu près 70% des joueurs avaient envie de s'engager, avec une vraie problématique, c'est pas savoir trop comment faire. Jusqu'où aller, comment être accompagné, etc. Nous, ça tombe bien puisque dans le fond de notre stratégie, de notre politique et des services qu'on a envie de donner aux joueurs, l'engagement sociétal, on sait que c'est quelque chose d'important, non pas spécialement pour l'image des joueurs, mais pour qu'on apprenne à mieux connaître les hommes qu'il y a derrière les joueurs, parce que c'est important, parce que ça fait partie aussi du métier de syndicat que de s'intéresser à l'humain, que de valoriser, comme le dit l'autre cofondateur de Players for Society, notre coprésident Sylvain Castendutch, le joueur homme, valoriser et travailler le joueur homme. Et donc c'est donc comme ça qu'on a appris qu'ils avaient un réel besoin de structuration et d'accompagnement sur l'ensemble de leurs projets sociétaux. Et donc on a décidé de monter une équipe avec ce qu'on a appelé chez nous les DES, ce qu'on appelle les DES, donc les délégués à l'engagement sociétal, donc de jeunes joueurs fraîchement sortis du vestiaire, qui ont raccroché les crampons, qui sont encore très connectés, comme Franck Signorino ou Malik Couturier, et qui sont aujourd'hui des vrais acteurs terrain, accompagnés de nos délégués régionaux, Fabien Safanjon, David Terrier et Philippe Fluclinger, et donc qui sont sur le terrain et à l'écoute des joueurs pour les accompagner dans leur démarche individuelle ou collective. Tu peux nous donner quelques exemples de ces démarches-là qui ont été initiées? D'actions ? Bon, c'est très protéiforme, il y a plein d'actions. En fait, la particularité, et ce qui est hyper important, c'est que on a voulu tuer le paradigme habituel, entre guillemets, de se dire ah bah tiens, lui il est comme ça, il a telle valeur, ou il représente telle ou telle considération pour telle cible. Et on s'est dit que nous c'est pas, et on va le mettre dans telle association, on va aller le faire représenter telle cause. On a une démarche complètement différente qui est notre démarche habituelle et qui est dans l'ADN de l'UNFP, c'est-à-dire l'écoute des joueurs. Et donc on a la conviction qu'il faut les écouter pour savoir où est-ce qu'ils veulent aller et qu'on a bien plus de chances de les accompagner de manière pérenne et surtout que eux s'engagent de manière plus régulière et donc c'est ce qu'on fait. Donc on les écoute et ça fait remonter des sujets qui sont portés avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité, parce que c'est ça aussi qui fait notre démarche et qui fait aussi la force de Players for Society, c'est que ça vient du joueur. C'est pas du coup de com', c'est du coup de cœur. C'est pas vos actions que vous faites porter par les joueurs. On n'a pas d'action, on n'est pas là pour dire tiens les joueurs, pour redorer leur image, ce serait bien qu'ils soient là. En fait, on s'en fout, l'image des joueurs elle est ce qu'elle est. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le grand public découvre ces êtres, ces personnes qui sont évidemment inspirantes pour ce qu'elles font sur le terrain tous les week-ends. Mais aussi pour ce qu'elles sont capables de faire en dehors des terrains. Et une des premières problématiques est la médiatisation, parce que souvent, quand ils médiatisent leurs opérations de cœur et leurs opérations caritatives, on les taxe souvent de le faire pour l'image. Pour leur image. Et voilà. Donc ça aussi, on a voulu couper court à cela et leur donner confiance en eux. Déjà, la prise de conscience qu'ils ont un pouvoir, une réelle influence et un impact hors norme, parce que les athlètes de haut niveau, c'est ça. Et peu importe le joueur que tu es, soit joueur de Ligue 2 ou top player de Ligue 1,
Il n'y a pas de différence, chacun a son influence locale, régionale, nationale, ou qu'elle traverse les frontières. Tout le monde a une façon et un pouvoir et un impact, notamment sur la jeunesse, notamment auprès d'un public aujourd'hui, parce qu'on connaît les communautés des joueurs, elles sont engagées, elles ont besoin de lanternes, elles n'ont plus tellement confiance aux leaders de la société, elles font énormément confiance aux joueurs. Et donc, ça permet aussi de casser certains plafonds de verre. Ça permet de montrer que voilà, on peut parler d'environnement avec un joueur, on peut parler d'harcèlement scolaire, on peut travailler avec énormément d'actions d'ONG ou d'associations qui luttent contre la pauvreté, l'emploi. Voilà, on a fait énormément d'actions différentes, jusqu'une dernière pour le don du sang, menée avec un club aussi. Ça a une particularité. Les clubs travaillent souvent avec leur fondation, mais tout est compatible, tout fonctionne ensemble à partir du moment où c'est pour le bien commun. À partir du moment où c'est à l'initiative d'un joueur, nous on se doit de les accompagner dans la structuration de leurs actions. Et donc je disais jusqu'à la médiatisation. Cette médiatisation, ils l'ont acceptée. Ils l'ont acceptée parce qu'ils nous font confiance, mais ils l'ont acceptée parce qu'ils n'endossent pas ce costume de star, entre guillemets. On leur a expliqué que la médiatisation, elle était importante parce qu'avec leur force d'influence et leur force d'impact, ça va toucher un public beaucoup plus large. Non seulement ça va toucher un public beaucoup plus large, mais surtout ça va mettre en avant les vrais acteurs du changement et les vrais acteurs terrain. L'ONG, l'association, le bénévole, ces gens qui, eux, ont besoin d'être mis en avant. Et qui, comme tout le monde, le nerf de la guerre, c'est qu'il faut faire valoir sa cause, son combat. Faut aller chercher des sous parce que c'est comme ça qu'on change les choses aussi. Et donc quand tu as un joueur qui est là et qui porte la cause à côté d'une ONG et qui accepte la médiatisation et que cette médiatisation il la met au service du combat porté par l'association, l'ONG et les bénévoles qu'il met à l'honneur, ça change tout parce que ces gens-là, ils ont besoin de cette médiatisation. Parce que sans ça, ils disparaissent. Sans ça, ils font pas de levée de fonds. Sans ça, ils intéressent pas les donateurs, donc, etc. Moins d'action, moins de solidarité. Exactement. Donc, les joueurs ont compris effectivement déjà le pouvoir qu'ils avaient. Peu importe le joueur que tu es. Et surtout, ils ont accepté la médiatisation. Et c'est ce qu'on a fait. Même cette médiatisation, on la traite avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de naturel, beaucoup de sincérité. Et Players for Society, c'est vraiment le programme d'action sociétale porté par l'UNFP au service des joueurs et des joueuses, parce qu'on a beaucoup de joueuses aussi qui s'engagent avec nous. Et ça donne des opérations collectives, ça donne des opérations individuelles, et ça peut aller aussi sur la cause animale, l'environnement, ou plein de sujets diverses et variées, le handicap. Alors tout à l'heure, tu parlais justement de harcèlement. Ouais. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on fait cette campagne en sensibilisant, en donnant la parole à différents acteurs du monde sportif pour pouvoir sensibiliser un public un peu plus large à travers cette cause. Quel serait aujourd'hui le constat que tu ferais te concernant sur le harcèlement dans le monde du sport ? Le harcèlement dans le monde du sport, il a toujours existé. Il existe encore aujourd'hui. Il est décuplé parce que il y a plein de formes de harcèlement. Il y a le harcèlement qu'on peut connaître à travers les réseaux sociaux, par exemple, lié à plein de pratiques diverses et variées du métier. Où là aussi, on apporte une réponse. On est en train de monter une cellule, je dirais, de protection du joueur. Parce que aujourd'hui, il y a des phénomènes qui sont très compliqués à gérer pour les joueurs sur les réseaux sociaux. Qui sont très durs aussi à avaler pour leur famille, pour leur communauté. Et donc on se doit d'être au rendez-vous de cette forme de protection pour eux, qu'elle aille, soit individuelle, que ce soit sur le racisme, que ce soit sur les violences, comme on a pu le voir dans les stades cette saison aussi. On se doit d'accompagner les joueurs sur tous les terrains, que ce soit à travers une assistance juridique, jusqu'à se porter partie civile ou porter plainte, etc. On met en place, on a signé un partenariat avec une structure qui s'appelle Bodyguard et qui travaille justement à faire en sorte d'éradiquer tous les messages haineux sur les réseaux sociaux et d'offrir une solution pour les joueurs. Donc on travaille là-dessus. Et puis après, vous avez le harcèlement, comme tout le monde, quand on le rencontre dans son milieu professionnel. Il y a aussi, quand vous êtes mis au placard par un club, il y a des choses qui sont difficiles à vivre pour les joueurs. Pour souvent des logiques business ou des fois des logiques sportives, ça peut exister aussi, mais je pense que le plus important là-dedans, c'est d'avoir de la considération pour l'homme, avec un grand H,
pour l'athlète surtout. Et c'est ce qu'on manque, je pense, le plus en France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient à partir du moment où on aurait toute autre considération pour l'athlète de haut niveau, pour son parcours, pour sa difficulté, pour la précarité qu'on ne connaît pas aussi dans ce milieu professionnel, dans ces carrières. C'est pour ça qu'on essaye d'y répondre aussi. Il y a une forme de précarité scolaire, intellectuelle. Voilà. Des footballeurs professionnels, tu travailles, tu n'as plus la possibilité de faire tes études pendant que tu joues. Ça aussi, on essaye de changer les choses, donc d'essayer de les armer, de les accompagner pour qu'ils aient le plus, mais pour qu'ils puissent anticiper. On dit souvent que on en a vu encore dernièrement sur les plateaux télé, certains qui nous disaient qu'ils étaient ruinés, etc. Ils ne sont pas ruinés souvent parce qu'ils gèrent mal leur argent. Alors certains sont mal entourés et puis il y a des mauvaises histoires, mais j'ai envie de dire comme partout. Comme c'est encore sorti récemment, là, il y a quelques jours. Exactement. Et donc, mais je pense que la plus grosse difficulté, c'est la vie d'après. Elle est là, la complexité, elle est là, la difficulté à pouvoir gérer son argent, à se réinventer, etc. Quand vous avez fait autant de sacrifices toute votre vie et que vous arrivez et puis qu'au bout d'un moment sur des carrières qui sont courtes, c'est 7 ans en moyenne pour un footballeur. Alors bien sûr, tout le monde va nous dire, il y en a qui font des carrières de 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils commencent plus tôt, etc. Mais c'est pas la généralité. C'est pas la généralité. Et puis on joue au football, on joue contre toutes les équipes. C'est pas les équipes du top 6 ou du top 5 qui jouent entre elles. Elles jouent contre les équipes de bas de tableau de Ligue 1, contre la Ligue 2 qui montent, qui descendent, qui n'ont pas les mêmes budgets et qui pour autant font partie de l'écosystème, qui pour autant participent et tous les joueurs comptent. En tout cas, pour nous, tous les joueurs comptent. Et on se doit d'offrir à tous ces joueurs, y compris ceux qui ont de l'argent, parce qu'ils ont les mêmes problématiques, il faut qu'ils se réinventent. On en a vu avec beaucoup d'argent finir mal, et on en a vu avec très peu d'argent se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc on doit pouvoir leur apporter une réponse, on doit leur apporter cette possibilité de continuer les études pendant leur carrière s'ils le veulent. On travaille avec notre filiale de reconversion à énormément de solutions. On a une belle expérience là-dedans. Mais voilà, il y a plein de choses à aller chercher pour accompagner les joueurs et faire en sorte qu'ils puissent vivre cette carrière de la meilleure des façons possibles. Mais c'est pas évident. Et assez brièvement, quelles seraient toi tes préconisations pour optimiser cette lutte contre le harcèlement dans le monde du sport ? Alors, j'ai pas de prétention particulière pour dire comment optimiser le harcèlement. Encore une fois, je pense que c'est avant tout des problématiques de management et de rapport humain. La clé, c'est celle-là, dans une logique aujourd'hui de business un peu partout. Le business, c'est pas sale, c'est pas malsain, mais ça n'empêche pas que, et spécialement dans le football, on le voit bien aujourd'hui, que le rapport humain est important à tous les étages. Du top management au directeur sportif, à l'administration d'un club. Et c'est ce qui fait souvent, d'ailleurs, si tu regardes bien les clubs qui fonctionnent, les clubs qui ont une belle histoire, les clubs qui ont réussi à accomplir des choses extraordinaires, c'est souvent quand l'alchimie humaine, elle est là. Alors on vit pas dans le monde des bisounours, c'est un milieu qui est compliqué, c'est un milieu qui est ultra sélectif. C'est pas un milieu où on se fait des passes D pour pouvoir jouer le week-end. Je connais pas de footballeur bien né sur un terrain. Ça n'existe pas. Dans le monde de l'entreprise, ça existe. Footballeur sur le terrain, s'il a sa place, c'est qu'il la mérite. C'est qu'il s'est battu pour ça. Donc c'est quand même un milieu qui est ultra sélectif aussi. On l'oublie. On l'oublie. Il y a quand même très peu d'élus pour... Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Très peu. Et donc ça se valorise. Les soft skills des joueurs professionnels se valorisent. Mais encore une fois, je pense que pour lutter contre tout ça, c'est la reconnaissance de l'athlète. C'est ce qui nous manque sincèrement en France. On a encore une trop grosse différence entre le corps et l'esprit. Ce positionnement, quand on regarde aux États-Unis où la mentalité anglo-saxonne, on se dit qu'on a énormément de choses à faire. Et dans tous les cas, une de nos quêtes, nous, à l'UNFP, ça va être, c'est celle, et ça doit être celle de repositionner le joueur homme, avec un grand H, je le rappelle, et surtout essayer de faire en sorte que l'athlète puisse être mieux reconnu au sein de la société, et puis qu'il puisse avoir cette chance d'être mieux formé, bien mieux accompagné, justement aussi pour l'après-carrière, cette espèce de double professionnalisation
qui est très importante, parce qu'il y a quand même une énorme précarité dans le football qu'on ne connaît pas. Il y a du chômage. On est aussi avec l'UNFP Football Club, on accompagne les footballeurs au chômage depuis... La partie émergée, la partie émergée. Voilà, c'est pour ça que les gens connaissent mal le métier de l'UNFP. Vous avez Philippe Pia qui œuvre depuis 50 ans au service de l'UNFP. Alors aujourd'hui, vous dire les joueurs sont comme ça, oui, mais parce qu'il a travaillé à la charte, parce qu'il a un travail de fond incroyable. Bien sûr, elles ont été utiles, et elles ont été utiles, et elles sont importantes. Vous avez Sylvain Castendutch, les deux sont hyper complémentaires. Vous avez Sylvain Castendutch aujourd'hui qui arrive avec aussi sa marque de fabrique, et tous les deux sont très complémentaires, apportent. Et je pense que ce qui est important, c'est de se positionner aussi dans ce qu'attendent les joueurs aujourd'hui. Il y a les joueurs d'aujourd'hui, c'est pas les joueurs d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Et le monde n'est plus la même non plus. Exactement, et donc les attentes et les problèmes rencontrés par les joueurs sont plus les mêmes. Et donc en tant que syndicat, on a une obligation, nous aussi, de répondre aux attentes, je dirais, contemporaines. Et c'est ce qu'on fait à travers l'éducation, la formation, l'employabilité, tout ce qu'on apporte aussi aux joueurs, l'émancipation de leurs droits, leurs intérêts aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le monde du football il est mouvant, donc on reste un syndicat, on est un syndicat fier de l'être, et c'est important de garder cette veine là, parce que on a cet objectif d'émanciper leurs droits, mais c'est pas émanciper leurs droits pour émanciper leurs droits, c'est parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte, on en a entendu parler il y a pas longtemps, le séisme de la Super League, ça a bouleversé complètement le modèle aujourd'hui des fédérations, des ligues, etc. Donc tout est fragile. Tous les équilibres sont fragiles, et puis parce qu'on veut aller conquérir des publics lointains, voilà, faut pas en oublier les fidèles du bout de la rue, comme on dit. Il faut savoir se renouveler, et nous, en tant que syndicat, on doit aussi travailler à la contribution à l'intérêt général, bien sûr, savoir accompagner l'innovation, savoir accompagner les choses, mais à la condition que ce soit profitable aux joueurs. Et quand on dit aux joueurs, c'est à l'ensemble des joueurs. C'est pas que les top players, etc. Oui, il y a des locomotives, il ne faut pas les perdre, parce que quand on perd sa locomotive, c'est compliqué. Mais on joue au football avec l'ensemble des footballeurs. Et s'il y a des locomotives, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont là, parce que ça a été sélectif. On a une formation française qui est excellente. Voilà, il faut faire jouer nos jeunes. Donc on travaille aujourd'hui avec nos vice-présidents qui sont très actifs sur le sujet, Philippe Pia et Sylvain Castendutch également, comme sur le volet féminin où il y a tout à construire aussi. Donc voilà, l'UNFP est active, mobile et aux aguets, comme toujours. Dans un principe phare qui est celui de la solidarité, parce que quand on reprend les actions, le discours que tu peux porter aujourd'hui, c'est celui de la solidarité. Tout à fait. Notre organisation, un slogan, c'est associé vers un même but, donc c'est celui de la dignité des sportifs, et collabore avec une association dont le slogan, on a pu déjà en discuter ensemble en amont, qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Auquel l'ancienne garde des Sceaux, Madame Taubira, avait souscrit pleinement. On a fait quelques actions autour de ça. C'est aussi un slogan qu'on aimerait porter dans le monde du football pour démontrer qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts pour faire reculer tous ces phénomènes de violence. Je voulais savoir ce que tu en pensais un petit peu, comment ça pourrait se matérialiser. Ça sonne presque comme une évidence, mais c'est pourtant pas si simple que ça à mettre en place. Mais oui, de toute façon, la solidarité, c'est la base de tout. Mais c'est ce qui fait la force aussi du football. Je pense que... et ça se voit à travers le football amateur, et ça se voit en France. On a une culture du bénévolat qui est exceptionnelle. Bien sûr. Parce qu'un tissu associatif énorme, qui est exceptionnel, et à tous les niveaux, mais aussi bien en qualité qu'en quantité. Absolument. Qu'on valorise pas assez, d'ailleurs. Pas certain qu'on soit pas face à une problématique à un moment ou à un autre, parce que nos anciens sont encore là. Quand je vois dans le monde amateur encore le nombre d'anciens qui sont au bord des stades, pourvu que les jeunes... et qui soit au rendez-vous, permettent de continuer à faire vivre certains clubs. Exactement, et donc cette solidarité, elle commence là. Et puis d'ailleurs, on doit toujours la regarder de là, parce que le monde amateur, c'est ce qu'on est. On est tous partis de là. Et pour moi, j'aime pas spécialement, évidemment qu'il y a des différences de fait entre le monde amateur et le monde professionnel. Mais il y a toujours eu, de la part des footballeurs professionnels, un attachement hyper fort au monde amateur, hyper fort à la solidarité. D'ailleurs, tu le vois, le nombre de fois où les joueurs vont faire des matchs caritatifs, les nombres de joueurs, c'est des récoltes de fonds dans des
petits matchs, des petits clubs, au profit de différentes causes. Exactement. Donc les footballeurs et les footballeuses sont, je vais dire, quasiment tout le temps au rendez-vous de ces choses-là. Et puis, redonnent systématiquement. N'oublie pas d'où ils viennent. D'ailleurs, souvent, on s'aperçoit que les familles, elles habitent encore, alors qu'elles auraient les moyens de partir ailleurs, hein, pour certains, pas tout le monde. Mais elles habitent encore là où elles ont grandi, là où elles ont fait leur histoire. Et les racines, et les footballeurs sont très accrochés à leurs racines, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit au Brésil, en Amérique latine ou en Afrique. On a quand même une grosse population de joueurs africains. Et c'est bien souvent d'aider au développement des quartiers ou des villes desquelles ils sont issus. Exactement. Et on s'aperçoit que même après, post-carrière, ils jouent tous un rôle. Voilà, quasiment tous. Ils ont tous leur rôle dans leur ville, dans leur quartier, dans leur club d'avant, etc. Donc en fait, la boucle, elle est bouclée souvent après la carrière. On revient à ses racines, à ce monde amateur. Donc oui, la solidarité. Et là, on est confronté à toutes les formes de violence. Le football, c'est le miroir grossissant de la société. Donc la vérité, c'est celle-là. Dans un stade, vous avez toutes les populations. Aujourd'hui, le football, il est rentré dans tous les foyers, y compris les foyers de l'élite. Où il y a du coup une extrême exigence et exemplarité qui est demandée et qui est, comment je vais dire, une espèce de poids qui pèse imposé, sur les épaules des sportifs, et spécialement des footballeurs, parce qu'il y a de l'argent, clairement. Donc je reprends une phrase de mon président qui dit, mais c'est à partir de quel montant qu'on a le droit de retrouver ça, espèce de liberté ou cette légèreté, cette normalité. Donc voilà, on voit que tout ça, ce sont ce qui dérange, c'est de voir des gens profiter de l'existence, comme ils le font, les joueurs, parce qu'on voit bien quand il y a un peu d'argent, ils profitent, etc. Ils ont raison de le faire parce que ils savent d'où ils viennent, ils savent aussi que ça peut ne pas durer, et il faut surtout pas leur reprocher et les accompagner, et surtout ils n'oublient pas d'où ils viennent. Et donc cette solidarité, oui, face à des violences, il y en a partout, il y en a dans le monde pro, il y en a dans le monde amateur. Et oui, il y a que la solidarité qui fera reculer ça, et c'est aussi des choses à inculquer à l'école, à nos enfants. Et je le disais tout à l'heure, les footballeurs ont un vrai rôle particulier par rapport à ça, parce qu'ils parlent à la jeunesse. Ils parlent à la jeunesse avec aussi une image et un langage différent d'un artiste, d'un rappeur, etc. Ou par la force des choses, même si aujourd'hui il y a toutes sortes d'artistes ou de rappeurs. On n'a pas les mêmes propos, on n'a pas le même besoin. Et donc forcément, on a une forme d'influence ou d'impact qui est plus positive. Et quand un joueur vient tenir un discours à un gamin dans une école sur une thématique, sur de la violence, etc., sur de l'acceptation de l'autre, oui, ça a un impact. Et aujourd'hui, on va pas se faire la démonstration de toutes les problématiques de notre société, qu'elles soient sur la laïcité, qu'elles soient sur la religion, ou qu'elle soit sur la violence tout court, plein de thématiques. Violence physique, voilà, c'est pour ça que nous, on accompagne les footballeurs à libérer leurs paroles. Quand il y a eu les problématiques sur les violences policières ou d'autres, pas forcément en stigmatisant telle ou telle corporation, etc. Le but n'est pas là. Le but, c'est de les laisser s'exprimer, comme il y a eu quand il y a eu le Black Lives Matter, etc. Parce que avant tout, ce sont des jeunes citoyens. Ils sont comme toi et moi, c'est des citoyens. Qui ont des idées, qui savent réfléchir. Et donc pourquoi les artistes auraient le droit de parler? Pourquoi les footballeurs n'auraient pas le droit de parler? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de dire pourquoi est-ce que tu joues au foot, alors tu continues à jouer au foot, à taper dans ton ballon, dans le rectangle vert? Oui, je le fais plutôt bien, c'est bien, tant mieux pour la plupart des footballeurs, mais si j'ai envie de m'exprimer sur un sujet, je m'exprime en tant que citoyen, et j'ai le droit de le faire, et je le fais, et qui même me suivent, et en tous les cas, souvent leur voix porte, parce qu'on vient aussi souvent les chercher pour aller porter des messages politiques, ou des messages d'inclusion, des messages positifs, et donc ça c'est pas que dans un sens, ils ont le droit de s'exprimer, et nous en tous les cas on les encourage à cela, à partir du moment où ils le font avec sincérité. Bien entendu. En tout cas, aujourd'hui, nos structures collaborent et c'est un véritable plaisir de pouvoir travailler
travailler ensemble à l'heure actuelle et d'envisager des projets Ouais. sur un avenir proche. Et C'est normal. quelque chose de très important parce que, comme tu le disais, on a besoin aujourd'hui de libérer la parole, de pouvoir porter de nobles causes Absolument. et reprendre ce slogan, voilà, la violence recule là où la solidarité avance, de permettre tous ensemble de faire reculer toute cette violence, qu'elle soit physique, psychologique, qu'elle se trouve sur les réseaux sociaux, qu'elle se trouve sur un terrain de foot, sur un terrain de hand, qu'elle se Absolument. trouve à l'école, dans la rue. Et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des ambassadeurs de ces causes et il est important de pouvoir continuer sur ce chemin-là. Je te remercie pour ton interview. Mais non, merci à pour toi ton de m'avoir donné la expertise, parole. parce que on sait que tu es dans un domaine particulier, ce qu'on appelle un peu le soft power. Absolument. Et puis donc c'était important aussi que tu puisses mettre en lumière ton expérience sur le sujet, la manière de voir les choses d'une manière un peu différente, qui est aussi novatrice. Comme tu le disais, c'est assez récent que les sportifs prennent la parole sur des causes telles que celle-ci. Je vais te laisser conclure avec le mot de la fin en te remerciant une nouvelle fois pour Non, merci ton témoignage. merci pour cet échange. Et puis voilà, à l'UNFP, on est tout le temps et on sera tout le temps derrière les joueurs, peu importe les difficultés ou les projets rencontrés. Et je crois que le plus important, c'est qu'on est une entreprise dévouée à notre corporation, conscient des enjeux modernes, qui est en pleine évolution et surtout à l'écoute des joueurs, à l'écoute des joueuses. Et je pense que c'est le plus important. Et je pense que la société, comme les footballeurs, attendent les gens, le peuple, les gens aiment ou attendent à ce qu'on les écoute. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important pour répondre aux attentes des gens de la meilleure des façons. C'est le job d'un syndicat. Donc voilà, et puis on les défendra. L'écoute, c'est toujours. déjà la considération et ça permet de comprendre le problème pour y apporter une solution. Donc comme Voilà, tu et dis, taper le maître juste. mot, c'est l'écoute. Exactement. Merci Jérôme. Merci à toi. À bientôt. Ciao.